Et si ceux qu'on appelle société civile n'étaient pas aussi neutres qu'on le pense? Si derrière leur prise de position, leurs communiqués et leurs apparitions dans les médias, il y avait des financements venus de l'étranger? C'est la bombe qu'Ousmane Sonko a lancée dans son dernier discours. Devant les Sénégalais, il ne s'est pas contenté de critiquer. Il a nommé, il a accusé. Il a pointé du doigt des acteurs que beaucoup considèrent comme des défenseurs de la démocratie. Mais qui sont-ils vraiment? Quels sont ces financements? Et surtout, pourquoi cette déclaration soulève-t-elle autant de tensions au Sénégal aujourd'hui? Bienvenue dans cette vidéo où l'on va décortiquer ce débat brûlant, faire le tri entre faits, rumeurs et manipulations, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Restez bien jusqu'à la fin, car votre avis comptera plus que jamais. L'actualité politique sénégalaise est souvent rythmée par des débats intenses, et ces dernières semaines n'ont pas fait exception. Un sujet en particulier a cristallisé les tensions et alimenté de vives controverses. Les propos tenus par le Premier ministre Ousmane Sonko à l'encontre d'une partie de la société civile sénégalaise. Ce n'est pas la première fois qu'une figure politique s'interroge sur le rôle et le financement des organisations non gouvernementales, ONG, et associations, mais la virulence et le poids politique des déclarations de M. Sonko ont donné une toute autre dimension à la polémique, plaçant le débat au cœur de l'arène publique. Dans un discours récent, Ousmane Sonko a ouvertement mis en question l'indépendance de certaines entités de la société civile. Ces accusations se sont principalement focalisées sur leurs sources de financement, suggérant que des fonds d'origine étrangère pourraient servir à promouvoir des agendas cachés, voire à déstabiliser l'action gouvernementale. Pour une figure politique qui a bâti une grande partie de sa popularité sur la dénonciation des influences extérieures et la promotion d'une souveraineté nationale pleine et entière, ces allégations ont rapidement trouvé un écho auprès d'une partie de l'opinion publique, sensible au discours de rupture avec les pratiques qu'il qualifie de « France-Afrique » ou de néocolonialisme. Cependant, ces propos ont également provoqué un tollé général et une indignation profonde au sein même de la société civile visée, ainsi que chez de nombreux observateurs et défenseurs des droits humains. Ces organisations se sont senties directement attaquées, y voyant une tentative de discréditer leur travail, de museler les voix critiques et de restreindre l'espace civique. Elles ont rappelé leur rôle historique dans la consolidation de la démocratie sénégalaise, leur contribution au débat public et leur engagement en faveur des populations. Le débat qui s'est ensuivi n'est donc pas anodin. Il touche à des questions fondamentales sur la démocratie, la souveraineté, la transparence et la liberté d'association dans un pays réputé pour sa stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette analyse n'est pas de prendre parti ou d'accuser, mais de comprendre la complexité de ce face-à-face tendu. Nous allons décortiquer les arguments de chaque camp, explorer les enjeux sous-jacents et situer cette controverse dans un contexte plus large, tant national qu'international. Il s'agit d'ouvrir le débat et de fournir des clés de lecture pour que chacun puisse se forger sa propre opinion sur ce qui constitue un véritable test pour la vitalité démocratique du Sénégal. Avant de plonger au cœur de la polémique sénégalaise, il est essentiel de clarifier ce que recouvre le terme « société civile ». Souvent utilisé de manière générique, il désigne en réalité un ensemble diversifié d'organisations et d'acteurs qui opèrent dans l'espace public, indépendamment de l'État, du marché, le secteur privé, et de la sphère familiale. La société civile est le troisième pilier d'une démocratie moderne, à côté du gouvernement et de l'économie. Elle regroupe une multitude d'entités avec des objectifs et des modes d'action variés, mais toutes unies par la volonté d'influencer les décisions publiques, de défendre des intérêts collectifs ou de promouvoir des valeurs. Concrètement, la société civile englobe une large gamme d'organisations. On y trouve les organisations non gouvernementales, ONG, qu'elles soient locales, nationales ou internationales, œuvrant dans des domaines aussi variés que les droits humains, l'environnement, la santé, l'éducation ou le développement communautaire. À côté des ONG, il y a les associations de toutes sortes, associations de quartiers, associations de femmes, de jeunes, d'étudiants, d'agriculteurs, de consommateurs, etc. Ces structures sont souvent ancrées localement et répondent à des besoins spécifiques de leurs membres ou de leur communauté. Les syndicats, qu'ils soient de travailleurs, d'enseignants ou de toute autre catégorie professionnelle, jouent un rôle fondamental dans la défense des droits sociaux
et l'amélioration des conditions de vie. Les organisations patronales et les chambres de commerce peuvent aussi, dans une certaine mesure, être considérées comme des acteurs de la société civile lorsqu'elles défendent des intérêts collectifs spécifiques auprès du pouvoir. Les activistes et les mouvements sociaux, parfois plus informels mais souvent très influents, ainsi que les groupes de réflexion, think tanks, et les institutions religieuses lorsqu'elles s'engagent sur des questions de société, complètent ce tableau. Au Sénégal, comme dans d'autres pays africains, les associations de développement local, ADL, les groupements d'intérêt économique, GIE, et les tontines jouent également un rôle crucial, témoignant de la richesse du tissu associatif. Le rôle démocratique de la société civile est multiforme et fondamental pour la vitalité d'un État. Premièrement, elle agit comme un intermédiaire entre les citoyens et l'État. Elle donne une voix aux segments de la population qui pourraient être marginalisés, agrège des demandes et les transmet aux décideurs. Elle permet une meilleure participation citoyenne aux affaires publiques en créant des espaces de dialogue et de mobilisation. Deuxièmement, elle est un acteur majeur du plaidoyer. Les organisations de la société civile mènent des campagnes pour influencer les lois, les politiques publiques et les pratiques gouvernementales sur des questions spécifiques, par exemple la réforme électorale, la protection de l'environnement, l'accès à la justice. Elles collectent des données, réalisent des études et proposent des solutions alternatives, enrichissant ainsi le débat public. Troisièmement, et c'est un point souvent mis en avant par la société civile elle-même, elle exerce un contrôle citoyen sur l'action gouvernementale. Elle joue un rôle de veille et de chien de garde, dénonçant les abus de pouvoir, la corruption, les violations des droits humains ou les défaillances des politiques publiques. Elle peut surveiller la mise en œuvre des engagements internationaux d'un État, observer les élections et documenter les cas d'injustice. Ce rôle de contre-pouvoir est essentiel pour la transparence et la redevabilité des gouvernements, même dans les démocraties établies. En fournissant des informations indépendantes et des analyses critiques, elle contribue à éclairer les citoyens et à les outiller pour demander des comptes à leurs dirigeants. La question de pourquoi la société civile existe même dans des États démocratiques est pertinente. Une démocratie ne se limite pas à des élections régulières. Elle repose aussi sur la participation continue des citoyens à la vie publique et sur l'existence de contre-pouvoirs. Même un gouvernement élu démocratiquement peut dévier, ignorer des segments de sa population ou être tenté par l'autoritarisme. La société civile comble les lacunes de la représentation politique traditionnelle, offre des plateformes d'expression diverses et agit comme un contrepoids nécessaire pour prévenir l'abus de pouvoir et garantir le respect des libertés fondamentales. Elle est un baromètre de la santé démocratique d'un pays. Au Sénégal, la société civile a joué un rôle déterminant à plusieurs moments clés de l'histoire récente, notamment lors des crises préélectorales, dans la promotion d'un dialogue inclusif ou dans la défense des droits civiques. En somme, la société civile est un tissu complexe et dynamique d'acteurs indépendants qui, par leurs actions et leurs plaidoyers, contribuent à la vitalité démocratique, à la protection des droits et à la promotion du bien-être collectif. Comprendre sa nature et ses fonctions est indispensable pour saisir pleinement les enjeux de la polémique qui l'oppose actuellement à Ousmane Sonko et au gouvernement sénégalais. La controverse actuelle au Sénégal a été allumée par des déclarations sans équivoque d'Ousmane Sonko, le Premier ministre et figure de proue du nouveau pouvoir. Ces propos, tenus lors d'une allocution publique, ont ciblé directement une partie de la société civile sénégalaise, les accusant de collusion avec des intérêts étrangers et de travailler contre la souveraineté nationale. Ces accusations ont frappé par leur frontalité et leur résonance dans le discours politique actuel du gouvernement. Ousmane Sonko n'a pas mâché ses mots. Il a reprendre ici la substance exacte des propos de Sonko ou le citer directement si une citation vérifiée est disponible. Par exemple, affirmer que certaines organisations de la société civile seraient des branches déguisées d'intérêts étrangers, recevant des financements pour exécuter des agendas qui ne sont pas ceux du peuple sénégalais. Le ton de ces déclarations était clairement accusateur. Il a employé des termes forts, suggérant l'existence d'une ingérence étrangère à travers des structures de la société civile qui serviraient de relais pour des puissances extérieures. Le Premier ministre a mis en doute leur légitimité à s'exprimer au nom du peuple, sous-entendant
qu'elles ne seraient pas de véritables émanations des aspirations nationales, mais plutôt des outils au service de maîtres d'œuvre lointains. L'argument central de Sonko repose sur la question du financement extérieur. Pour lui, la dépendance financière de certaines ONG vis-à-vis de bailleurs de fonds étrangers, qu'il s'agisse d'agences de développement occidentales, de fondations privées ou d'autres entités internationales, les rendrait intrinsèquement suspectes. Cette dépendance, selon sa rhétorique, impliquerait une allégeance à des agendas qui ne seraient pas ceux du Sénégal souverain. Il a souvent évoqué des agendas cachés ou des complots visant à freiner l'élan de souveraineté que son gouvernement souhaite imprimer. En filigrane, on comprend que ces organisations pourraient être utilisées pour influencer les politiques publiques, contrecarrer des décisions jugées souveraines par le nouveau pouvoir, ou même semer la discorde sociale au profit d'intérêts extérieurs. C'est une dénonciation directe de ce qu'il perçoit comme une forme moderne de néocolonialisme, où l'influence ne passe plus par les armes, mais par les finances et les relais locaux. Les propos d'Ousmane Sonko ont dérangé, voire choqué, pour plusieurs raisons fondamentales. D'abord, ils remettent en cause frontalement la neutralité et l'indépendance de ces organisations. La société civile se positionne traditionnellement comme un acteur indépendant, capable de critiquer le pouvoir en place, quel qu'il soit, au nom de principes universels, droits humains, bonne gouvernance, justice sociale, ou d'intérêts sectoriels, environnement, santé. En les accusant d'être manipulés par des fonds étrangers, Sonko jette un discrédit majeur sur leur légitimité et leur moralité. Cette attaque est perçue comme une tentative de les dépeindre comme des traîtres à la cause nationale, une accusation lourde de sens dans un pays où le patriotisme et la souveraineté sont des valeurs cardinales, surtout après une alternance politique marquée par ces thèmes. Ensuite, ces déclarations sont vues comme une tentative de musellement des voix critiques. Le Sénégal a une longue tradition de société civile active et engagée. Si certaines organisations sont effectivement financées par des partenaires étrangers, beaucoup d'entre elles ont joué un rôle crucial dans les mobilisations citoyennes, la promotion de la démocratie et la dénonciation des dérives des régimes précédents. Accuser ces structures d'être des marionnettes étrangères, c'est aussi envoyer un signal fort à tous les acteurs qui pourraient envisager de s'opposer aux politiques du nouveau gouvernement. C'est une façon de les avertir des conséquences potentielles de leur prise de position. Pour les défenseurs des libertés, une telle rhétorique est préoccupante, car elle peut mener à des restrictions de l'espace civique, à des lois plus contraignantes sur le financement des ONG, voire à des intimidations. Enfin, et c'est un point crucial, les propos de Sonko ne sont pas de simples déclarations d'un homme politique ordinaire. Ils émanent du Premier ministre, une figure d'autorité majeure, dont la parole a un poids considérable et une capacité à influencer l'opinion publique et l'administration. Cette attaque venant du sommet de l'État crée un climat de méfiance et de suspicion généralisée envers l'ensemble du secteur associatif. Elle peut légitimer des actions répressives ou des contrôles excessifs, rendant le travail des ONG plus difficile. De plus, elle s'inscrit dans une tendance plus large observée dans d'autres pays africains où les gouvernements, confrontés à la critique, ont tendance à restreindre l'action de la société civile sous prétexte de souveraineté ou de lutte contre l'ingérence. En résumé, ce que Sonko a dit va bien au-delà d'une simple interrogation sur la transparence des fonds. C'est une accusation politique frontale qui cherche à délégitimer des acteurs de la société civile en les associant à des intérêts étrangers. C'est pourquoi ces propos ont non seulement dérangé, mais ont aussi ouvert une boîte de Pandore aux implications profondes pour la démocratie sénégalaise et la liberté d'expression. Au-delà des mots prononcés par Ousmane Sonko, la controverse sur la société civile et son financement étranger révèle des enjeux profonds et complexes, touchant à la souveraineté, à l'indépendance et à la nature même de la relation entre l'État et les acteurs non étatiques. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour appréhender la portée réelle de ce débat au Sénégal. Le premier et le plus fondamental des enjeux est la tension entre souveraineté nationale et financements étrangers. C'est le cœur de l'argumentaire du nouveau pouvoir sénégalais. Pour le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko, la dépendance financière d'une partie de la société civile vis-à-vis de bailleurs de fonds internationaux, qu'ils soient étatiques, comme des agences de développement occidentales, ou privées, comme de grandes fondations philanthropiques, représente une brèche dans la souveraineté nationale. La thèse est que qui paie commande,
Une organisation financée par l'extérieur serait inévitablement influencée, consciemment ou non, par les priorités, les valeurs et parfois les agendas géopolitiques de ses donateurs. Dans un contexte où le gouvernement prône une rupture radicale avec les influences perçues comme néocoloniales et met en avant une souveraineté pleine et entière, cette dépendance est jugée incompatible avec l'indépendance du Sénégal. Le risque évoqué est celui d'une ingérence indirecte, où des fonds étrangers permettraient de promouvoir des normes ou des politiques qui ne seraient pas issues des aspirations profondes du peuple sénégalais, mais de centres de décision situés hors du pays. Cette question est étroitement liée à la crainte d'une société civile instrumentalisée. Le discours du pouvoir suggère que certaines ONG pourraient être des bras armés ou des relais pour des agendas cachés. Ces agendas pourraient viser à contrecarrer des réformes gouvernementales, à entretenir une certaine instabilité sociale ou à promouvoir des valeurs qui seraient contraires aux valeurs traditionnelles ou aux objectifs de développement du pays, tels que définis par le nouveau régime. Par exemple, si une ONG de défense des droits humains est financée par des fonds étrangers et critique une politique gouvernementale, le pouvoir peut rapidement l'accuser de servir des intérêts qui ne sont pas nationaux, jetant ainsi un doute sur sa légitimité et sa probité. Cette accusation d'instrumentalisation est particulièrement puissante car elle permet de discréditer les critiques en les associant à des forces obscures ou à des ennemis de l'intérieur, agissant pour le compte de l'étranger. Un autre enjeu crucial réside dans le rapport souvent tendu entre pouvoir politique et société civile en Afrique. Historiquement, dans de nombreux pays africains, les relations entre les gouvernements et les organisations de la société civile ont été complexes. Après les périodes de partis uniques, la libéralisation politique a souvent vu l'émergence d'une société civile vibrante, jouant un rôle de contre-pouvoir et de promotion des droits. Cependant, cette vitalité est parfois perçue comme une menace par les pouvoirs en place, soucieux de consolider leur autorité et de ne pas être entravés dans leur action. Les gouvernements, qu'ils soient autoritaires ou démocratiquement élus, peuvent interpréter la critique de la société civile comme une subversion ou une ingérence dans leurs affaires intérieures. Dans ce contexte, la question du financement étranger devient un levier puissant pour les gouvernements désireux de restreindre l'espace civique. En accusant les ONG de dépendre de l'étranger, ils peuvent légitimer des lois plus restrictives sur les associations, des contrôles accrus, voire des dissolutions, sous couvert de protection de la souveraineté nationale. C'est une stratégie observée dans plusieurs pays africains ces dernières années. Le débat soulève également la question de la légitimité et de la représentativité de la société civile. Si les ONG sont perçues comme déconnectées des réalités populaires et plus proches de leurs bailleurs de fonds que des citoyens qu'elles prétendent servir, leur légitimité peut être remise en question. Le gouvernement Sonko, qui se présente comme le porte-voix des aspirations populaires et le champion de la souveraineté, cherche à contester la légitimité d'organisations qu'il juge élitistes ou coupées du terrain. Cela ouvre un débat sur la véritable représentativité des différentes composantes de la société civile sénégalaise et sur leur capacité à défendre les intérêts des masses sans être soupçonnés d'agenda caché. Enfin, il y a la question des attentes des populations et de la transparence. Les citoyens sénégalais comme ailleurs aspirent à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption et à une utilisation efficiente des ressources. Le discours de Sonko peut résonner auprès d'une partie de l'opinion qui, elle aussi, s'interroge sur l'origine et l'utilisation des fonds, y compris ceux des ONG. Le défi pour la société civile est de démontrer sa transparence et sa redevabilité non seulement envers ses bailleurs de fonds, mais aussi et surtout envers le peuple sénégalais. La critique du gouvernement peut servir à exiger plus de clarté sur la gestion des budgets et des programmes des ONG, même si le risque est de basculer vers un contrôle excessif. En somme, la critique d'Ousmane Sonko n'est pas qu'une simple joute oratoire. Elle met en lumière des enjeux fondamentaux sur la définition de la souveraineté à l'ère de la mondialisation, sur la place du contre-pouvoir dans une démocratie et sur la légitimité des acteurs non étatiques. Le débat actuel est un révélateur des tensions inhérentes à la construction d'un État fort et indépendant, tout en préservant un espace civique vibrant et essentiel à la vitalité démocratique. Les déclarations d'Ousmane Sonko n'ont pas tardé à provoquer une vague de réactions indignées et de vives protestations au sein de la société civile sénégalaise. Face aux accusations d'ingérence étrangère et d'agenda caché,
les associations et les ONG visées ont fermement riposté, défendant l'intégrité de leur travail et rappelant leur rôle historique dans la consolidation démocratique du pays. Leurs réactions se sont articulées autour de plusieurs points essentiels, dénonçant ce qu'elles considèrent comme une tentative de musellement et de discrédit. La première réaction unanime fut la défense de leur indépendance. Les organisations de la société civile ont rejeté avec force l'idée qu'elles seraient des marionnettes ou des relais d'intérêts étrangers. Elles affirment que leurs priorités sont définies en fonction des besoins réels des populations sénégalaises et des défis nationaux, et non par les diktats de leurs bailleurs de fonds. Elles soulignent que, si les financements proviennent souvent de l'étranger, agences de développement multilatérales ou bilatérales, fondations privées internationales, les programmes sont élaborés et mis en œuvre par des équipes majoritairement sénégalaises, composées d'experts locaux connaissant parfaitement le terrain. Elles insistent sur le fait que la réception de fonds étrangers n'équivaut pas à une soumission, mais relève d'une coopération internationale légitime et nécessaire, en l'absence de financements nationaux suffisants pour soutenir le développement et les actions citoyennes. Elles rappellent que l'État sénégalais lui-même bénéficie de vastes financements et partenariats étrangers sans que sa souveraineté ne soit systématiquement remise en question pour autant. La société civile sénégalaise s'est également empressée de mettre en lumière son rôle crucial et historique dans la démocratie sénégalaise. Loin d'être des acteurs récents ou marginaux, de nombreuses organisations ont été à l'avant-garde des luttes pour les libertés, la justice et la transparence bien avant l'arrivée du nouveau pouvoir. Elles ont joué un rôle déterminant dans des dossiers sensibles, par exemple la défense des droits humains, contre la torture, les détentions arbitraires, la promotion d'une gouvernance transparente, lutte contre la corruption, audit des marchés publics, la protection de l'environnement, contre la déforestation, la pollution, ou encore l'observation et la sécurisation des processus électoraux. Des plateformes comme le F24, Front de résistance nationale, ou d'autres coalitions d'ONG et de mouvements citoyens ont été à la pointe des mobilisations préélectorales récentes, réclamant le respect des règles démocratiques et la libération des détenus politiques. Elles rappellent qu'elles ont souvent été des contre-pouvoirs essentiels, dénonçant les dérives des régimes précédents, y compris ceux qui étaient soutenus par des partenaires internationaux. Ce faisant, elles estiment avoir contribué à la vitalité démocratique qui a permis l'alternance politique du 24 mars 2024. Cependant, le débat n'est pas sans contradiction ou zone floue pour la société civile elle-même, et c'est un point que le gouvernement utilise dans sa critique. Si la majeure partie des ONG et associations mènent un travail de terrain essentiel et apolitique, la question de savoir si certaines ONG sont trop politisées est parfois soulevée. Dans des contextes de forte polarisation politique, comme celle que le Sénégal a connue ces dernières années, des lignes de démarcation peuvent parfois s'estomper entre un engagement citoyen légitime et un alignement plus direct sur des positions partisanes. Le plaidoyer pour des réformes politiques ou la défense de personnalités politiques incarcérées peut être interprété, à tort ou à raison, comme une implication dans la sphère politicienne. La transparence sur l'utilisation précise des fonds étrangers, au-delà des rapports financiers aux bailleurs, est aussi un point où la société civile pourrait faire des efforts supplémentaires pour désamorcer les critiques et renforcer sa légitimité auprès du grand public. Les défis de la gouvernance interne, de la représentativité de certaines structures par rapport à la base et de la pérennisation des projets au-delà des financements extérieurs sont aussi des points que la société civile doit constamment adresser. De plus, il est indéniable que la société civile sénégalaise est un acteur qui a besoin de ressources. Dans un contexte où le financement public interne est limité et où la culture du don local n'est pas encore suffisamment développée pour soutenir un tissu associatif aussi vaste et diversifié, le recours aux financements étrangers est une nécessité structurelle. La question n'est donc pas tant l'existence de ces financements, mais leur gestion, leur transparence et leur conformité avec les priorités nationales telles que définies par les Sénégalais eux-mêmes. En somme, la société civile sénégalaise, face aux accusations d'Ousmane Sonko, se défend en rappelant son rôle historique d'acteur démocratique et de contre-pouvoir. Elle met en avant son indépendance opérationnelle et sa pertinence sur le terrain. Si elle reconnaît implicitement les défis liés au financement étranger et à la perception de la politisation, elle martèle que la remise en cause de son existence
est une menace directe à l'espace civique et aux libertés fondamentales qui ont toujours caractérisé le modèle démocratique sénégalais. Elle se positionne comme un bouclier contre toute dérive autoritaire, indépendamment de la couleur politique du gouvernement en place. La confrontation actuelle entre le gouvernement sénégalais, incarné par Ousmane Sonko, et une partie de la société civile ne se limite pas à un simple désaccord sur le financement des ONG. Elle est le symptôme de fractures plus profondes au sein de la société sénégalaise, révélant des tensions permanentes entre les institutions, les contre-pouvoirs et les attentes divergentes des populations face aux changements promis. Ce débat est un véritable révélateur des défis inhérents à la consolidation démocratique et à la construction d'une souveraineté pleine et entière. La première de ces fractures est la tension permanente entre les institutions officielles et les contre-pouvoirs. Dans toute démocratie, l'équilibre est fragile entre un gouvernement légitimement élu qui souhaite mettre en œuvre son programme et des acteurs de la société civile dont le rôle est précisément de critiquer, d'alerter et de veiller au respect des droits et des principes démocratiques. Le nouveau pouvoir, porté par une vague de contestation et un désir ardent de rupture, a une légitimité populaire forte. Il perçoit toute critique comme une tentative de freiner son élan ou de déstabiliser son action. En revanche, la société civile, forte de son rôle historique dans la chute des régimes précédents et la défense des libertés, se voit comme un rempart essentiel contre toute dérive autoritaire ou toute concentration excessive du pouvoir. Cette dynamique est amplifiée au Sénégal, où la société civile a toujours été particulièrement vibrante et visible, et où elle a joué un rôle majeur dans les alternances politiques passées. Le débat actuel met donc à nu cette relation intrinsèquement tendue. Jusqu'où un gouvernement peut-il accepter la critique sans la percevoir comme une ingérence ? Et jusqu'où la société civile peut-elle aller dans son rôle de surveillance sans être accusée de s'immiscer dans la politique partisane ? Ensuite, ce débat révèle des attentes populaires complexes et parfois contradictoires, transparence, souveraineté et efficacité. Le discours d'Ousmane Sonko sur le financement étranger résonne fortement auprès d'une partie de la population sénégalaise, en particulier celle qui a porté le nouveau pouvoir aux affaires. Cette frange de la population est très sensible au thème de la souveraineté nationale, de la rupture avec les influences étrangères perçues comme néocoloniales et de la probité dans la gestion des fonds. Après des années de dénonciation de la corruption et des scandales, il existe une forte aspiration à la transparence à tous les niveaux, y compris celui des organisations de la société civile. L'idée que des entités reçoivent des fonds dont l'utilisation ne serait pas parfaitement transparente ou dont l'origine pourrait influencer les agendas est mal perçue par ceux qui demandent des comptes à l'État. De même, la quête de souveraineté est un leitmotiv fort. La population souhaite voir le Sénégal prendre pleinement en main son destin, sans être dicté par des agendas extérieurs, qu'ils soient étatiques ou non. Enfin, l'efficacité est une attente majeure. Le peuple attend du nouveau gouvernement des résultats concrets et rapides. Toute critique ou entrave à l'action gouvernementale, même si elle vient d'une société civile légitime, peut être perçue par certains comme un frein à cette efficacité tant attendue. Enfin, la controverse met en lumière un clivage entre deux visions du changement, radical versus structurel. Le mouvement de Sonko, le PASTEF, est né d'une volonté de rupture radicale avec le système établi. Son projet repose sur des transformations profondes des structures politiques et économiques, une refondation de l'État pour le rendre plus souverain, plus juste et plus redevable. Dans cette optique, toute institution, y compris la société civile, est appelée à s'aligner sur cette vision de la souveraineté nationale. Si elle est perçue comme un frein ou un véhicule d'agenda contraire, elle devient une cible. À l'opposé, une partie de la société civile, tout en souhaitant des changements et des avancées, milite pour une approche plus structurelle et progressive de la démocratie. Pour eux, le changement passe par le renforcement des institutions, la pérennisation des libertés fondamentales, le dialogue inclusif et la reconnaissance du rôle des contre-pouvoirs, même lorsqu'ils sont critiques. Cette vision insiste sur la nécessité de préserver les acquis démocratiques, même face à un pouvoir fort et légitime. Le débat actuel est donc aussi une confrontation entre ces deux philosophies du changement. L'une prônant une transformation rapide et parfois musclée au nom de la souveraineté, l'autre
insistant sur le respect des processus et des libertés pour garantir un changement durable et démocratique. Ce face-à-face est d'autant plus délicat que le nouveau pouvoir tire une partie de sa légitimité de la mobilisation de la société civile elle-même, qui l'a soutenue dans ses revendications de transparence et de justice. Aujourd'hui, cette même société civile se retrouve dans le collimateur, créant un paradoxe notable. La tension est exacerbée par la difficulté de distinguer, dans le feu de l'action politique, entre la critique constructive et l'opposition perçue comme hostile. Pour le Sénégal, un pays souvent cité en exemple pour sa vitalité démocratique, ce débat est un test de maturité. Il s'agit de trouver un équilibre entre l'affirmation légitime de la souveraineté nationale et la préservation d'un espace civique ouvert, où les voix critiques peuvent s'exprimer sans crainte d'être délégitimées ou réprimées. La manière dont cette tension sera gérée déterminera en grande partie la trajectoire démocratique du pays dans les années à venir. Le débat qui agite le Sénégal autour des propos d'Ousmane Sonko sur le financement et le rôle de la société civile est bien plus qu'une simple querelle politique. Il est le symptôme de tensions profondes et le révélateur des défis inhérents à la consolidation démocratique et à l'affirmation d'une souveraineté nationale, pleine et entière dans un monde globalisé. Nous avons exploré la nature de la société civile, la substance des critiques formulées par le Premier ministre, les enjeux sous-jacents de la souveraineté et de la transparence, ainsi que les ripostes des organisations visées. Ce face-à-face met en lumière un paradoxe central. Un gouvernement issu d'une mobilisation populaire intense, souvent porté par des acteurs de la société civile, se retrouve aujourd'hui à questionner la légitimité d'une partie de cette même société civile. D'un côté, le pouvoir, fort de son mandat de rupture et de sa quête de souveraineté, cherche à éliminer toute influence qu'il juge étrangère et à garantir que les agendas nationaux priment. De l'autre, la société civile, essentielle à la vitalité démocratique, se bat pour préserver son espace d'action, son indépendance et son rôle de contre-pouvoir, rappelant qu'elle a souvent été le fer de lance des libertés et de la transparence. Et maintenant, quelles sont les voies possibles pour sortir de cette tension et construire un avenir où souveraineté nationale et vitalité démocratique cohabitent harmonieusement? La question centrale qui demeure est de savoir s'il faut et comment encadrer le financement de la société civile. Il est légitime pour un État souverain de vouloir réguler les flux financiers qui entrent sur son territoire, y compris ceux destinés aux organisations non gouvernementales. L'objectif pourrait être de garantir la transparence, d'éviter le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, ou de s'assurer que ces fonds ne servent pas des intérêts contraires à la sécurité nationale. Cependant, tout encadrement doit être pensé avec soin pour ne pas devenir un outil de musellement. Il s'agirait de trouver un juste équilibre entre la légitime volonté de contrôle de l'État et la nécessité de ne pas entraver la liberté d'association et d'action des ONG. Des lois claires, concertées et non arbitraires seraient nécessaires, s'inspirant des meilleures pratiques internationales en matière de transparence et de régulation, sans tomber dans les pièges de législation restrictive observés ailleurs. De son côté, la société civile elle-même pourrait jouer un rôle proactif en améliorant sa propre transparence et sa redevabilité. Peut-elle mieux rendre compte de ses sources de financement et de l'utilisation de ses fonds, non seulement à ses bailleurs, mais aussi et surtout au public sénégalais? Une plus grande ouverture sur leur budget, leurs dépenses et l'impact de leurs projets pourrait désamorcer une partie des critiques et renforcer leur légitimité aux yeux des citoyens. La communication sur la provenance des fonds et la manière dont les programmes sont alignés sur les besoins locaux, plutôt que sur des agendas externes, serait un pas important. Cela permettrait de distinguer clairement les organisations vertueuses des quelques cas isolés qui pourraient effectivement prêter le flanc à la critique. En fin de compte, l'enjeu pour le Sénégal est de préserver son modèle démocratique. Un pays ne peut être véritablement souverain s'il ne garantit pas la liberté d'expression et d'association de ses citoyens, y compris par le biais d'organisations indépendantes. Le rôle de contre-pouvoir de la société civile est un pilier de la bonne gouvernance et une garantie contre les dérives potentielles de tout pouvoir. Le dialogue constructif, la clarification des rôles de chacun et le respect mutuel entre le gouvernement et la société civile sont essentiels pour renforcer la démocratie sénégalaise. La capacité à gérer cette tension de manière apaisée et démocratique sera un test majeur pour le nouveau pouvoir.
Ce débat est désormais entre les mains du peuple sénégalais et de ses décideurs. C'est à vous, chers auditeurs, de vous forger votre propre opinion. Pensez-vous qu'Ousmane Sonko a raison de dénoncer ces ONG et de pointer du doigt leur financement étranger? Faut-il mieux contrôler la société civile au Sénégal pour préserver la souveraineté nationale? Ou au contraire, est-il impératif de protéger son indépendance et de garantir un espace civique libre pour la vitalité démocratique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre contribution est essentielle pour faire avancer ce débat crucial. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses approfondies sur les sujets qui façonnent notre monde.